Secure, épisode technique. Je suis avec de François, Alexis et Sébastien. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour Nicolas, mais merci à nouveau pour m'avoir. Je pense que c'est la troisième fois. Les deux autres fois, c'était vraiment à la suite d'une présentation, une conférence que j'avais donnée à NordSec les deux fois. Et c'était vraiment une présentation qui était destinée au grand public de NordSec sur les résultats de nos recherches pendant un an. Là, ici, aujourd'hui, j'ai amené mon équipe. Puis on va aller un petit peu plus derrière le rideau, expliquer comment on en arrive à faire de la recherche qu'on présente ensuite dans ces conférences-là, par exemple. Good. Je me présente, Alexis, première fois sur le podcast. Je fais de la recherche chez Boost avec François depuis presque 4 ans maintenant. Avant ça, mon background, j'étais dans des startups au niveau sécurité applicative, travaillais aussi comme consultant en cybersécurité, encore le plus du côté applicatif aussi. Beaucoup d'expérience de back-end aussi. Là. Donc, bonjour, je suis Sébastien Graveline. Je suis aussi donc un chercheur chez Boost Security depuis bientôt un an et je me concentre principalement sur un aspect très attaquant, j'assume. Donc, souvent, je trouve des nouveaux TTP et des nouvelles méthodes pour abuser, surtout GitHub, qu'on se concentre. Mm-hmm. C'est votre terrain de jeu préféré dans l'équipe. Oui, justement, comme François mentionnait, on va aborder le premier volet qui est vraiment le derrière du rideau. Qu'est-ce que vous faites? Comment ça fonctionne? Parce que c'est pas aléatoire ce que vous faites, mais en même temps, il y a plein d'éléments intéressants qui se passent et ça va vraiment aussi mettre en lumière tes collaborateurs qui ont moins la chance que toi de pouvoir justement discuter de leur travail. Mm-hmm. Tout à fait. Ben, je vais peut-être mettre un peu un background à expliquer comment c'est structuré tout ça. Avant tout, Boost Security, c'est une startup de Montréal, l'équipe de développement entièrement basée à Montréal. On a un produit qui est vendu, qui est un produit de sécurité applicative, qui est utilisé par des moyennes et grandes entreprises au Québec ou aux États-Unis, bref. Ce produit de sécurité applicative est quand même assez mature maintenant. Donc, au fil du temps, au fil de l'évolution de l'entreprise, nous, Alexis et moi, on était là pas mal depuis le début. On a touché un petit peu à tout. Puis à un certain point, on a eu la chance que l'équipe de direction a décidé de créer une équipe de R&D. Au début, c'était vraiment pur de la recherche et développement au sens plus traditionnel, toujours avec un objectif d'innover pour améliorer le produit, être à l'avant-garde, alors que l'équipe de développement est plus dans l'exécution de la roadmap. De notre côté, avec notre expertise de sécurité applicative, on peut voir les tendances dans l'industrie et puis s'assurer que le produit est innovant, puis que si on était nous-mêmes les acheteurs de ce produit de sécurité applicative, on serait content de l'acheter, de l'utiliser. Donc, vraiment de pousser pour que l'expérience utilisateur pour des gens de sécurité soit la meilleure. Et donc, à un certain point, c'est devenu assez mature, cette recherche et développement. Puis, on est poussé un petit peu plus du côté recherche, qu'on pourrait dire comme académique, où on peut avoir des idées, on se lance pendant des semaines, voire des mois dans une direction, sans vraiment savoir si on va arriver à un but précis. Mais au fil de cette recherche-là, on développe plein de choses, on émet des hypothèses, puis certaines de celles-là deviennent particulièrement intéressantes, captivantes, puis on peut des fois avoir des outils open source qu'on publie, écrire des articles sur notre blog, puis ensuite parler dans des conférences, ce qu'on fait environ, en moyenne, environ 6-7 fois par année, on présente dans différentes conférences. Voilà, donc juste un peu la structure dans l'équipe. Moi, j'ai plus le rôle de gérer l'équipe, un peu la vision. Vraiment, à chaque début de l'année, je définis des grandes directions en fonction de ce qu'on a appris dans l'année précédente, voir les tendances en termes de recherche, les nouvelles menaces et de briefer l'équipe
Voilà. Puis ensuite, Alexis, qui vient vraiment avec son expertise de développement, d'avoir fait beaucoup de développement back-end auparavant, a aussi un côté très blue team, plus défensif. Sébastien, qui est un avide CTF player, fait beaucoup de plus côté offensif, donc est un peu plus dans notre red team. Puis on a Garance, qui est malheureusement pas ici avec nous aujourd'hui, mais qui apporte le côté un petit peu plus rigueur académique. Elle fait en ce moment son projet de sa maîtrise avec nous, son projet de maîtrise, où elle fait une revue de la littérature en profondeur, a vraiment fait l'analyse de tout ce qui a été écrit dans les plusieurs années précédentes, autant au niveau purement académique que recherche similaire à nous. Là, on a des compétiteurs qui ont des équipes de recherche très similaires, et regarder tout ce qui a été fait, et puis m'aider à influencer cette roadmap de l'année qui vient. Là, dans les prochains mois, on va s'asseoir, puis on va utiliser les résultats de ces recherches pour décider dans quel endroit on s'en va. Sinon, Alexis, Sébastien, je vous laisse complémenter. Je rajouterais un des éléments qui est, bon, particulièrement moi, là, mais on a tout un peu fait, là, surtout avant que j'arrive, je pense. On fait beaucoup aussi de rapports de vulnérabilité pour que ce soit des compagnies, mais beaucoup de projets open source, en fait. On trouve beaucoup de vulnérabilités dans les projets open source, donc c'est une partie non insignifiante du temps que je passe de juste rapporter les vulnérabilités, puis d'essayer de passer à travers tous les vulnérabilités qu'on trouve, qui est beaucoup. On trouve beaucoup. Puis, en fait, je pense que Alexis, n'hésite pas à parler un peu de l'infrastructure. Derrière le rideau, quand on présente dans les conférences tout ce qu'on a fait, il y a beaucoup d'infrastructures qu'on passe comme 5 secondes à dire « Oh, on scanne », mais Alexis a construit tout ça. Oui, ça a commencé surtout avec à l'origine avec notre outil open source Poutine qu'on a développé en Go. Par ailleurs, c'est mon langage de programmation de prédilection, fait que c'est pour ça que tout ce qu'on fait est en Go. J'ai réussi à imposer mes préférences à l'équipe, là, mais je pense que à date, ça se passe bien, les gens y apprécient aussi. Là. Mais c'est ça, quand on a open source Poutine, qui est un outil pour pouvoir scanner des build pipelines, principalement des GitHub Actions afin de trouver des vulnérabilités. C'est un outil qui est facile à utiliser, qu'on a mis à la disponibilité pour pouvoir scanner un seul repo, une organisation complète assez rapidement. Mais après ça, on s'est rendu compte qu'on voulait scaler essentiellement la capacité de scanner de Poutine pour essentiellement tout le open source, ou du moins tout ce qu'on veut qui est intéressant pour nous de trouver des vulnérabilités. Donc, c'est ça qu'on a bâti un back-end avec ça, encore une fois en Go, facile à intégrer Poutine là-dedans. On a bâti une infrastructure de scanning. On utilise Google Cloud, donc c'est des trucs. On a bâti avec des queues on peut mettre des tâches là-dedans. On dépile les tâches, le scanner s'exécute. Et ensuite, on a bâti une récursion également. Donc, on découvre granulairement dans un pipeline spécifique d'un GitHub Action, par exemple, ses dépendances. Puis ensuite, avec ça, on fan out. J'essaie de trouver des anglicismes, c'est fort là-dedans, dans notre domaine, là, donc c'est dur. Mais c'est ça, essentiellement, on va fan out comme ça et découvrir les dépendances de pipeline les plus intéressants. Donc, ça nous permet aussi d'amasser des données sur l'état des projets open source, par exemple les GitHub Actions pour lesquels sont les plus utilisés par les projets open source intéressants. Donc, ça nous permet de trouver la surface d'attaque, disons, de la chaîne d'approvisionnement des projets open source. Oui, puis ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment comme du big data. On accumule des données sans les détruire. Donc, c'est vraiment, on a une vue, vu qu'on scanne, peut-être pas à chaque jour, mais vraiment peut-être une fois par semaine ou quelque chose comme ça. Depuis 2 ans environ, est-ce qu'on a cette infrastructure-là qui roule plus ou moins à grande échelle. 1 an et demi à peu près. Donc, on a des données, puis on a comme une vue dans le temps qui évolue. Donc, on peut voir des projets open source, de quoi il y avait l'air en termes de leur posture de sécurité il y a 2 ans, il y a 1 an, il y a quelques mois.
Puis on peut voir une certaine évolution, on voit dans les tendances. Puis ces données-là qu'on a nous permettent de faire de l'analyse à grande échelle, comme du big data analysis, efficacement. Après, on utilise BigQuery, Google Cloud BigQuery. Donc, une fois qu'on a fait l'effort d'avoir la machine qui roule, qui se connecte sur l'Internet, qui download, qui scanne, ce data-là, il est là dans une grosse base de données OLAP, OLTP, OLAP, bref, en tout cas, c'est BigQuery, qui est vraiment faite pour de l'analyse à grande échelle. Donc, on peut répondre à des questions, des hypothèses qu'on émet, dire, OK, est-ce qu'il y a même, ne serait-ce qu'un workflow à travers tous les projets qu'on a scannés qui a X, Y, Z conditions? Puis généralement, on peut répondre à cette question-là avec une requête SQL BigQuery en dedans de juste la crafter. Maintenant, avec les modèles LLM, c'est encore plus facile de créer ces requêtes-là complexes. Là. Puis on peut répondre à cette question-là. Ensuite, on peut avoir une nouvelle question qui est en fonction d'avoir validé ou invalidé cette hypothèse-là. Puis ensuite, on peut écrire des règles, par exemple dans Poutine, en fonction d'avoir compris exactement le pattern de code insécure, par exemple. Ça, c'est un exemple là, qu'on a évolué en utilisant le fait qu'on a les données, une façon efficace des analyser à grande échelle, puis ensuite de cristalliser ça dans notre outil qu'on a créé qui permet de créer des règles très efficaces. Une fois qu'elles sont vraiment optimisées pour rouler à grande échelle, mais typiquement sur un repo donné. Je dirais même, c'est quelque chose que j'ai particulièrement utilisé pour créer des nouvelles règles pour Poutine. Donc, Poutine, initialement, on a les cas un peu de base d'injection puis de upon request, mais il y a plusieurs nouveaux TTP qu'on a rajoutés plus à l'interne, puis que certains on a rendu open source d'ailleurs. Puis que pour trouver ces TTP-là, puis pour créer en fait une règle Poutine que je sais qui est capable de trouver les cas que on connaît, ben utiliser cette base de données-là est très, très intéressante en fait. Elle nous permet de faire de l'itération beaucoup plus rapide. Ça, c'est le jeu de données qu'on appelle à l'interne package supply, qui est vraiment de l'analyse statique des workflows, des pipelines de développement des projets open source. Puis il y a beaucoup de métadonnées autour des repos essentiellement. Mais l'autre chose qu'on a développé il y a environ 1 an maintenant, c'est ce qu'on appelle threat hunting, qui est analyse pratiquement en temps réel, avec un délai d'environ 5 minutes, tous les événements publics sur GitHub. Donc, n'importe quel repo public, ne serait-ce qu'il devient public pendant 1 minute, on va le voir. Puis, s'il a été supprimé après 1 minute, on va l'avoir vu dans notre stream de données qu'on va ingérer en semi-temps réel. Et non seulement on va capturer ce firehose d'événements, mais on va enrichir avec le maximum de métadonnées autour de cet événement-là au moment où on la traite, parce que peut-être que dans 1 heure, ce repo-là n'existe plus, puis les métadonnées associées n'existeront plus. Donc, admettons le fait qu'il y a eu un pull request qui a été ouvert, puis qu'il y a eu des commentaires avec un fichier qui a été poussé, puis qu'ensuite le fichier a été modifié, force push. Toutes ces choses-là, on essaie de les capturer le plus possible dans notre jeu de données. Et donc, ces données, ça commence à faire pas mal de données. Là. On parle de plusieurs terabytes. Ça continue de s'accumuler à mesure que je parle. Là, il y a plusieurs centaines de gigs qui s'accumulent. Peut-être pas des centaines de gigs à chaque fois que je parle, mais oui. Alexis a vraiment développé toute cette infrastructure-là. Et il y a peut-être des choses intéressantes que Sébastien peut rajouter par rapport à l'utilisation de cette nouvelle infrastructure-là. C'est sûr, c'est super intéressant. J'avais fait un atelier là, pour le Montréal là, cette année à propos des Confused DPT, voilà, des attaques par Confused DPT. Et on a utilisé ce backend-là pour trouver en fait des exemples d'attaques. Il y avait, c'était Kong, right? Il y avait eu le ultralytique Kong. Tu utilisais Confused DPT, à ma connaissance, le premier, c'était Kong. C'est la première vraie attaque qui était non seulement une attaque théorique, là, mais ouais.
Voilà, puis là, nous autres, on est capable de, en fait, même on l'avait capturé cette attaque-là, donc on est capable de confirmer qu'on est capable de détecter en temps réel cette attaque-là, puis maintenant qu'on a des règles pour détecter ça, en fait, pour l'avoir essayé, parce que moi, je fais beaucoup de tests dans mes labs, on reçoit des notifications de mes tests comme étant des attaques régulièrement, là. Donc, on est confiant que si des attaques dans ces eaux-là, dans ces types de TTP-là, on devrait les détecter assez facilement. Ouais, peut-être juste rajouter, c'est ça, l'origine de ce projet-là, c'était que justement, dans notre package supply qu'on parlait tantôt, on accumule des vulnérabilités. Là. Le scale, je ne sais pas les dernières données exactement, là, mais on a à peu près 10 000 vulnérabilités d'accumuler sur des 10 000 actives sur des millions de projets. Donc, il y en a plein qu'on a rapportés, qui ont été patchés. Exact. Mais il y en a plein. OK, il faut s'entendre quand même. Quand on dit, mettons, on en a 10 000, ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes 100% exploitables. Il y a peut-être des conditions qui font qu'au final, ça ne vaut même pas vraiment la peine de les disclose. Par exemple, il n'y a aucun secret intéressant. Donc, c'est un peu une perte de temps pour nous de le rapporter. Mais je voulais juste comme clarifier un petit peu que ça ne veut pas dire qu'on a 10 000 zero day qui sont du même niveau d'impact, si on peut dire. Non, exactement. Mais on a quand même une bonne proportion de ça qui le sont. Donc, mais ce qui est arrivé, c'est ça que dans le passé, il y a eu plusieurs attaques qui ont été publicisées par la suite, mais on s'est rendu compte qu'on avait effectivement déjà détecté les vulnérabilités. C'est juste qu'on ne s'était pas rendu à triage ces vulnérabilités-là. Donc, on s'est décidé de se lancer dans ce projet-là justement pour avoir des signaux actifs, de voir est-ce qu'il y a effectivement des vulnérabilités qui peuvent être exploitées en temps réel. Donc, essentiellement, essayer de nous rapprocher des véritables vulnérabilités qui sont importantes à disclose ou à trouver. Donc, c'est ça. C'est venant de cette frustration-là qu'on avait manqué ces événements-là qu'on a décidé de partir sur ce projet-là. Donc, même petite histoire comique sur ce projet-là. Il y a, je pense, quelques mois, on avait eu justement des notifications d'attaquants qui essaient de faire une injection quelconque. Ça tombait que ce projet-là était quand même significatif. C'est un gros projet. Souvent qu'on voit ces affaires-là, c'est des fois sur des petits projets ou des trucs qui sont pas... des fois des attaquants qui essaient des trucs, puis ça se voit qu'ils comprennent pas vraiment comment ces vulnérabilités-là fonctionnent. Puis voilà, donc là, nous autres, on pogne des newbies. Là. On en pogne des fois qu'on voit que on dit, mon Dieu, est-ce qu'il y a une nouvelle technique? Puis on passe comme une couple de minutes pour se rendre compte que non, le gars il est en train d'apprendre. Ouais, en gestion d'incidents, c'est très régulier qu'on est capable de trier rapidement qui sait qu'est-ce qu'il fait et de qui ne le sait pas. Et on voit qu'il cherche à tâtons et c'est particulièrement comique de les voir chercher à tâtons. Mais en même temps, c'est quand même éducatif de voir comment les gens apprennent et donc incidemment de quel chemin il faut bloquer en premier pour bloquer ceux qui sont à tâtons. Bref. Ouais, absolument. Puis finalement, on a fait le disclosure comme au fur et à mesure que cette attaque-là se produisait, qu'on voyait des tentatives, puis ça se voyait qu'ils n'étaient pas tout à fait capables de le faire, l'attaque. Puis des fois, c'est dur on sait qu'on a une injection à quelque part ou on sait qu'on a une vulnérabilité à certains endroits, mais maintenant, entre avoir une injection puis être capable de faire un payload qui est capable d'exploiter ça, d'exfiltrer les données, puis tout ça, des fois, c'est compliqué. Puis on voyait justement en train d'essayer tout ça, donc on a contacté l'équipe et tout ça. Après coup, probablement que c'était de l'équipe interne ou un bug bounty qui était un peu trop osé. Spicy. Ouais, c'est ça. Habituellement, évidemment, on n'essaie pas d'attaquer le repository en live. Mais, et domper les vrais credentials live. Ça paraissait. Ouais, en tout cas, soit c'était un bug bounty reckless ou c'était l'équipe un red team interne reckless. Voilà. Mais finalement, dans l'heure, je pense qu'il l'avait patché de voir cette attaque-là se produire. Donc, je pense qu'il y a un autre. On a pris contact, Nicolas Lec, récemment parce qu'on est sur le point de sortir un nouvel article qui est tous ces jours-ci. Et puis, on peut parler de ça, mais avant, je pourrais faire peut-être un petit aparté sur quelque chose qui est arrivé plus récemment. Il y a eu un nouveau type de malware que les gens sont mis à parler. Puis que justement, dans notre équipe de recherche, c'est souvent, on regarde l'actualité,
puis on émet des hypothèses, on se dit, est-ce qu'on peut écrire des outils pour détecter ces choses-là? Donc, j'ai analysé le malware en question qui était discuté et puis j'ai trouvé pas mal de choses intéressantes là-dessus. En l'occurrence, le malware, premièrement, la première chose qui m'a choqué moi-même quand je l'ai vu, je l'ai montré aux gars dans l'équipe, puis ça les a surpris également. C'est que ce malware-là utilise une technique d'offuscation qui, à ma connaissance, est relativement nouvelle. Je pense que la première fois que ça a été discuté, c'est il y a même moins d'1 an, donc au printemps dernier. Donc, c'est dans le Unicode, il y a des caractères Unicode assez loin, là. C'est UTF-8, donc plusieurs bytes, multi-bytes. Et par exemple, les emojis vont être dans un range de code points qui sont assez hauts. Et dépasser ça, il va y avoir des code points qui sont réservés dans l'aspect de Unicode comme non attribués. Et l'aspect, le PDF, là, si vous pouvez le trouver, littéralement, ça dit, c'est une page qui dit ces code points-là sont réservés et ne seront jamais utilisés pour attribuer des caractères dorénavant, mais sont destinés à des développeurs qui voudraient les utiliser pour encoder des données propriétaires. Il appelle ça Private Use Area. Donc, ça permet d'encoder dans des caractères Unicode valides des données arbitraires. Ce qui paraît idéal pour cacher un malware. Ça sent le mauvais plan, ça. C'est comme, genre, on fait un spec, mais on ne sait pas si ça va être utilisé, mais c'est sûr que ça va être utilisé par les méchants quelque part parce que, whatever. Voilà. Donc, à la place d'avoir des beaux petits emojis avec des belles petites couleurs, tout ça, on peut avoir un emoji invisible qui prend aucun espace horizontal. Donc, on peut littéralement avoir une string dans un fichier de code source. C'est ça qui est fou. Vu que c'est du Unicode valide, ça peut être littéralement mis dans du code JavaScript, Python, Go, n'importe quoi, en autant que c'est dans une string. OK? C'est du Unicode. On peut avoir une string gigantesque de plusieurs mégabytes si on veut, mais quand on va l'ouvrir dans Visual Studio Code, VI, Emacs, je ne veux pas être partir de la guerre, on ne va même pas la voir. Ça va être littéralement une string vide, ou à la limite, ça peut être une string qui est écrite Hello World, puis plein de caractères invisibles. Donc, c'est idéal pour cacher le malware. Évidemment, il faut unpacker cette string-là. Donc, si on détecte le malware, on va voir qu'il y a comme quelque chose qui va forcément unpack cette string-là, puis au final l'exécuter, parce que c'est juste une string, donc pour que ça devienne du code exécutable. Mais là, je me disais, OK, il n'y a pas l'air d'avoir d'outils qui permet efficacement de scanner pour voir qu'il y a des strings dans du code qui utilise cette technique-là. Donc, je me suis mis un petit après-midi à développer un outil qui est maintenant open source. Vu que cette technique-là, ça s'appelle, ça utilise le Unicode Private Use Area, donc en anglais PUA, en français PUA. Là, je me suis dit, OK, quel nom d'outil je devais avoir? Je disais PUA dans le dictionnaire, Puant. C'est le premier mot qui est venu. Donc, l'outil s'appelle Puant et permet de très efficacement scanner. Je l'ai testé sur mon laptop, par exemple, peut scanner sur mon Home Directory au complet, scanner tous les fichiers de code source que j'ai, puis trouver très efficacement le sample de malware qui est parmi des millions de fichiers en dedans de quelques secondes. Donc, ça prouve que l'outil fonctionne assez bien. Voilà. Donc, on a un petit outil super facile qui s'intègre dans les pipelines, si vous voulez, de CI/CD. Donc, si vous voulez vous assurer que quand vous review un pull request, qu'il n'y a pas des caractères invisibles, vous pourrez utiliser cet outil-là pour flaguer comme un test case qui fail, par exemple. Ça laisse plein de place à plein de jeux de mots. S'il n'y a pas quelque chose de puant dans votre code, blablabla. Ça m'a un peu choqué que, en tout cas, je ne serais pas surpris que éventuellement GitHub va le détecter puis l'afficher dans un pull request, c'est-à-dire attention, le code que vous êtes en train de reviewer contient des caractères invisibles parce qu'ils ont fait ça par le passé. C'est déjà arrivé qu'il y a eu d'autres type d'obfuscation un peu similaire qui au final a été flagué comme un warning.
Mais en attendant, il y a cet outil-là. Surtout que la beauté de la chose, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de codes qui devraient avoir ces caractères-là jamais. Donc, je pense que le seul cas légitime que j'ai trouvé en faisant mes tests, c'est des librairies de font. Donc, il y a une librairie JavaScript qui permet de générer des emojis custom, si on peut dire, qui utilise ça. Donc, c'est exactement la raison pour laquelle ça a été développé là, dans l'aspect de Unicode. C'est vous voulez avoir des petits icônes custom, puis vous voulez les encoder dans une string Unicode, puis ensuite faire le rendering à côté. Donc, voilà, un exemple légitime. Il y a plus d'exemples non légitimes que légitimes en l'occurrence. Mais un peu, c'est comme penser que dans ces VS Code qui affichent les certains nombres de caractères qui sont autre chose, ils flag, ça fait déjà un certain temps. Je ne sais pas si ceux-ci apparaissent dans le compte de la même façon, parce que si on ouvre un fichier d'une source non trustée, là, il affiche. Mais normalement, de son propre Git, c'est une source qui est trusté, donc les choses s'affichent. C'est un peu gossant pour les choses quand on a des caractères francophones qui apparaissent, sont tous mis en séparé dans VS Code, mais c'est bref. Puis c'est ça, donc là, on s'apprête à sortir un nouvel article. Donc ça, c'était une petite aparté où je suis parti dans une direction pendant quelques heures, quelques jours, à m'amuser à unpack ce malware-là, puis de pouvoir documenter cette technique-là. Quand même que c'est un bel exemple de ce qu'on fait souvent, de juste partir dans des apartés, puis de dire, ah ben, tu sais, j'ai vu ça, il y a quelque chose qui feel pas right là-dedans. Il y a quelque chose qui me dérange, pas sûr quoi. Donc, je vais passer quelques jours, je vais démanteler comment ça fonctionne. Et ben, c'est comme ça qu'on trouve plusieurs nouveaux types de vulnérabilités au final, ou des utilisations qui devraient. Généralement, c'est souvent pas des CVE, malgré qu'il y en a. Mais souvent, c'est plutôt des utilisations qui devraient pas arriver, ou en tout cas qui n'ont pas été de la façon initiale intended par les développeurs. Puis ça crée des vulnérabilités. Donc souvent, on va trouver des choses juste sur une tangente. Tout à fait. Donc, cet article-là va un peu expliquer notre recherche qui s'est déroulée sur plusieurs mois à travers plusieurs entreprises pour lesquelles on a fait des responsible disclosure sur une classe de vulnérabilité qu'on pourrait qualifier de plus simplement race condition, time of check, time of use, mais appliqué au contexte de recherche qui est de notre contexte de recherche de prédilection, qui est les build pipelines, CI/CD, et tout ça, plus particulièrement dans le contexte de build pipeline de projets open source, mais pas que. Et là où ça a commencé, c'est au printemps dernier. En fait, même je remonte un petit peu plus en arrière. Début de l'année, comme j'ai dit, on commence généralement l'année en définissant des grandes directions de recherche. Sébastien s'est joint à l'équipe justement en tout début d'année. Il a gradué de l'Université de Sherbrooke l'an dernier, puis il s'est joint en janvier, février à nous. Et quand il est arrivé, on a dit, OK, voici cette année, c'est les grands angles de recherche. Puis, une de ces intuitions, hypothèses qui valerait la peine de passer du temps parce qu'on pensait qu'il n'y avait pas assez eu de recherche là-dessus, c'était tout ce qui est les GitHub Apps, parce qu'on a beaucoup passé de temps sur des GitHub Action Workflow, mais pour ce qui est des GitHub Apps, notre intuition était qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient gratté là-dessus pour trouver des vulnérabilités là-dessus. Et ça a été assez vague comme définition. Puis, on a commencé à accumuler des données, par exemple avec notre outil qui permet de voir tous les événements qui passent. On a pu rapidement accumuler la liste de tous les GitHub Apps qui sont utilisés dans les projets open source. Donc déjà, ça nous a donné un jeu de données pour partir à la chasse. Et là-dedans, ça nous a donné certains candidats, des grandes entreprises, par exemple Google, Nvidia ou autres, utilisent des GitHub Apps pour automatiser différentes choses dans leur projet open source. Et ça en est resté pas mal là pendant quelques semaines.
au mois de mars, on faisait justement le Responsible Disclosure pour un projet de NVIDIA qui s'appelle CUDA Quantum. Ça a commencé avec un disclosure plus ou moins classique, comme on fait assez régulièrement à chaque semaine, en fait. Et bon, au final, après avoir rapporté la vulnérabilité, ils ont accepté, ils l'ont corrigé, mais ils nous ont dit que l'impact n'est pas aussi grand que vous avez dit, parce qu'il y a différentes conditions environnementales de leur côté que nous, on ne pouvait pas vraiment savoir au moment de disclosure, parce que nous, on teste nos choses dans un environnement qui reproduit l'environnement réel, contrairement à ces reckless red teamers, bug bounty hunters qui le font dans le vrai puis qui dompent les vrais credentials. Nous, on le fait de façon plus responsable. Et donc, ça arrive parfois qu'on prend le temps de valider, on rapporte, puis on se fait dire « OK, c'est bien, merci, je vais le corriger, mais au final, c'est moins grave que tu sembles indiquer. » Donc ça nous pique un peu au vif des fois. On a passé quand même pas mal de temps, puis tu sais, c'est NVIDIA, on était un peu excités. On l'a pris personnel. Ouais, c'est ça. Et là, ce qui arrive souvent, c'est que justement, au fil de cette analyse-là, où on gratte un peu dans tous les coins pour être vraiment sûr qu'on a un rapport bulletproof, où on est vraiment confiant de notre disclosure, on voit quelque chose comme du coin de l'œil qui est comme un peu curieux, intéressant, qui s'appelle Copy PR Bot. Déjà, le nom, comme ça donne une idée un petit peu de qu'est-ce qu'il fait. Dans le contexte de pull request, il va aller copier le code source du fork ou de la personne qui contribue le code. Mais où il copie? Il copie dans le repo lui-même, dans une branche qui s'appelle, par exemple, /pull request copy, avec le numéro du pull request. Donc, c'est un nom de branche nomenclature standardisée qui copie le contenu untrusted, mais la gate de sécurité, c'est que ça va faire ça uniquement après qu'un contributeur, un mainteneur, quelqu'un qui travaille sur le projet, va mettre un commentaire « OK to test ». Donc, c'est comme c'est un bot qui reçoit une commande spéciale, un chatbot, et au moment de recevoir ça, va aller copier le code dans une branche. Et notre intuition, quand on a vu ça, j'ai dit est-ce qu'il y a peut-être une race condition liée entre le moment, entre le time of check, time of use, entre le moment où le mainteneur dit copie ce que je vois à l'écran, puis le moment où le bot va le copier, il y a une window de quelques millisecondes où le code peut être modifié, puis ensuite reverté, et c'est exactement ce qu'on a confirmé. C'est qu'on a regardé qu'on pouvait modifier le code dans l'intervalle juste après que la commande soit envoyée au bot et le moment où le bot le copie. Je voudrais juste rajouter, en fait, c'est un peu plus long que ça. D'ailleurs, ça, c'est grâce à Threat Hunter qu'on l'a découvert. En regardant dans nos logs, on est capable de regarder, entre le moment que la branche est créée puis le moment que le PR, que le commentaire a été créé, on est capable de voir exactement quand les deux ont été faits, en fait, grâce à notre analyse en quasi temps réel. Donc, on a pu, grâce à ça, savoir que c'était beaucoup plus que quelques millisecondes. Là, c'était plutôt dans l'ordre de comme 2-3 secondes peut-être? Ouais, c'est ça, 5 secondes même. Donc, à ce moment-là, on était confiant qu'avec 5 secondes, on a amplement. C'est ça, c'est qu'on a pu, avant même de tenter de l'exploiter, on a pu confirmer avec des vraies données que dans un contexte normal, que quelqu'un qui va faire OK to test, qui va prendre le truc, l'exécuter pour rouler les tests, notre confirmation de la race condition était là parce qu'on pouvait voir vraiment que le code était copié. Donc ensuite, ce qu'on a dû vérifier, c'est que, OK, eux, du côté du GitHub App, ils n'avaient pas une mitigation qui permettait de détecter cette race condition-là et de la bloquer. Mais en fait, on a pu disclose et ils ont dit merci. Et effectivement, vous avez bel et bien rapporté une vulnérabilité qu'on va corriger. Ils ont corrigé. Et ça l'a parti dans un angle de recherche pour plusieurs mois où on était à la chasse de tout ce qui s'appelle race condition, time of check, time of use, pour en arriver à écrire cet article qui contient en fait, je pense, 6
essentiellement 6 différents disclosures dans cette catégorie de classe de vulnérabilité. Donc, ça a été sur NVIDIA. Ensuite, on a trouvé sur GitHub Copilot Coding Agent. Donc, sur GitHub, au mois de mai, ils ont sorti une nouvelle fonctionnalité qui permet d'ouvrir un GitHub issue et ensuite, le mainteneur du projet peut assigner Copilot pour corriger ce bug, par exemple. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer une branche et suivre le prompt qui est dans le GitHub issue. Mais il y avait, au ce moment-là, il y avait une race condition où l'attaquant pouvait modifier le prompt entre le moment où il est assigné et le bot va prendre les instructions, puis ensuite être reverté dans la même seconde qui suit. Donc, la personne approuve des instructions, une description de bug qui dit changeons le bouton de bleu à rouge, mais dans l'intervalle de quelques millisecondes, c'est en plus de corriger le bouton de bleu à rouge, s'il vous plaît, rajoute cette backdoor dans le code, puis OK, dans la milliseconde qui suit, on revient à bleu vers rouge. Donc, c'est en fait, à tel point, la race condition dans ce cas-là était assez longue pour que je pouvais l'exploiter à la main. Donc, j'avais comme 2 browser profiles side by side et je pouvais comme prendre mon temps d'aller modifier le truc, le CV, puis je voyais que le bot prenait l'instruction malicieuse dans cet intervalle. Voilà, donc c'est un exemple aussi de race condition qu'on a trouvé. Après ça, il y en a eu d'autres dans Jupyter Notebook, qui est un projet très utilisé pour big data, machine learning. Les gens vont connaître ça. Et dans ce cas-là, ce qui est intéressant, c'est que non seulement c'était une race condition, mais c'était une race condition dans du code de mitigation contre une race condition qui avait été rapportée il y a environ 1 an. Donc, il y a environ 1 an, enfin 1 an avant qu'on le disclose, la vulnérabilité de race condition avait été rapportée par un autre chercheur que, en fait, je connais très bien. Ils avaient patché. Le chercheur avait confirmé que la patch était safe, mais moi, j'ai trouvé un bypass dans la mitigation du race condition qui faisait qu'au final, cette mitigation était inutile. Et donc, on a rapporté ça. C'est correct. Je me et, rappelle très bien voilà. du moment que c'est arrivé. Donc, je regardais notre dashboard avec toutes les vulnérabilités qu'on a. Puis bon, quand on voit une vulnérabilité chez Google, c'est toujours intéressant d'aller la regarder. Et dans ce cas-là, c'était un hard fork, je pense, de Jupyter chez Google. C'était un plugin. Dans ce cas-là, c'était Google Cloud qui avait un plugin de Jupyter Notebook pour Google Cloud. Voilà. Donc, en regardant ça, je regardais la mitigation, puis c'est pas la logique de la mitigation est essentiellement, regarde, on a un commentaire. Quand on met un commentaire, fait cette action-là, essentiellement, j'approuve que cette pull request est safe. Bon, ça, c'est un comportement qu'on voit souvent. Le truc, c'est qu'un issue comment dans GitHub, il n'y a pas d'attribution à un commit précis. C'est toujours juste au pull request de façon générale. Puis une pull request, c'est une référence dynamique. C'est quelque chose qu'on peut modifier entre le moment que quelque chose arrive dessus et mettons le workflow commence. Donc dans ce cas-là, généralement, toutes les personnes qui ont des issue comment bots, ils vont potentiellement être vulnérables s'ils n'ont pas, mettons, un commit shock que tu dois mettre dessus, puis là, tu pins la version à une référence statique qui ne modifiera pas. Donc, dans ce cas-là, c'était le cas, mais la mitigation est essentiellement de regarder, c'est quand est-ce que le dernier changement a été fait dans la pull request par rapport à quand le commentaire a été créé. Donc, en regardant les timestamps, bon, dans ce cas-là, ils ont juste pris une référence push at qui n'existe pas. Ils ont fait une typo. Essentiellement, littéralement, le bug était une typo. Voilà. Ce qui nous permettait de bypass cette mitigation-là. C'est toujours un peu comique à voir. Mais d'ailleurs, ça me fait penser que notre recommandation, je pense qui est présente dans l'article, c'est ne pas utiliser des commentaires comme ça pour contrôler du approval. D'ailleurs, même chose pour, il y a aussi les labels. Le monde met des labels en mode safe ou OK to taste. C'est pas des super bonnes mitigations parce que généralement, sont toutes
pense que surtout potentiellement une vulnérabilité de race condition, à moins qu'il y ait des mitigations comme custom à chaque fois. Une bonne méthode pour régler ça, on a trouvé, c'est d'utiliser les pull request review, où que tu peux accorder donc la même chose, un OK, tu testes, quelque chose comme ça. Mais là, c'est spécifique à un commit, puis tu as accès à cette référence-là dans ton workflow. De façon atomique, on peut avoir le OK to test du mainteneur associé avec le commit SHA qui est en train qui est visible à l'écran au moment où le bouton est appuyé. Donc, ça bind vraiment la révision manuelle avec l'autorisation, la délégation au bot de faire une action quelconque. C'est très intéressant. Avez-vous trouvé, parce que là, vous avez parlé de Cisco, vous avez parlé un exemple de rémédiation par rapport à cette situation-là. Pour avoir travaillé avec quelconque worker qu'on a, surtout ces systèmes exposés, il y a toujours un risque de lag entre les deux. Puis là, son chanceux, c'est pas très long dans certains cas, mais des fois, ça peut prendre plusieurs minutes, des fois, avant que le worker vienne passer. C'est pour moi, une drôle de situation que les personnes ont été un peu naïvement pensées que ça allait se faire dans l'immédiatité de ce que ça peut se faire. Donc, dans la conscience des gens, je pense qu'il devrait y avoir cet esprit-là que le worker peut prendre du temps, puis des fois, s'il est en panne ou surchargé ou whatever, il peut ne pas passer dans les délais qui sont présumés, en l'occurrence. Oui, je pense qu'en fait, c'est ça. C'est n'importe quand où il y a un système de queue, comme message queue, qui découpe le moment ou le trigger où il y a un humain qui décide de faire une action puis qui le délègue à un autre système. Encore plus quand il y a justement une message queue qui découpe les deux où la propagation peut être de plusieurs secondes, plusieurs minutes, peu importe. De l'autre côté, quand le message est reçu puis traité, s'il n'y a pas quelque chose de cryptographique ou un identifiant qui est pas mutable, on se retrouve avec ce scénario-là. Donc, puis même s'il n'y a pas de message queue entre les deux, ça peut très bien avoir juste assez de temps d'une race condition dans un code qui suit directement. Là, la window va être probablement pas mal plus courte, mais ça peut être suffisant dans certains cas. Sébastien part d'accord. Oui, absolument, en fait. Mais ce que je veux dire, c'est ça peut être très, très court, puis on va être correct avec. La window doit être essentiellement, selon moi, peu importe quand tu as une window, c'est déjà fini. C'est sûr que dans des cas des pull requests et des trucs de même que tu as besoin d'une approbation d'un mainteneur, tu as généralement essentiellement une chance. Si tu as besoin d'une approbation de mainteneur à chaque fois que tu essaies de faire le code puis que tu as une race condition, ben, tu as une tentative pour l'avoir, puis après, eux autres, ils vont voir que tu as essayé de faire un changement ou des trucs de même. Ça se peut que ce soit trop tard pour eux puis que tu as déjà récupéré tout. Mais essentiellement, c'est ça. Donc, mais si tu as une window, tu peux te faire attaquer. Peu importe qu'elle soit de 500 millisecondes ou de 5 minutes. Dans le cas-là, est-ce que vous avez d'autres recommandations de justement fermer cette fenêtre-là de façon efficace pour éviter d'autres rest conditions? J'imagine que vous abordez ça dans votre article. Là, tout à fait, oui. Dans l'article, on a 6 items de rémédiation. Le premier qui est soit que la commande elle-même, la commande de la personne qui est autorisée, vient de façon atomique avec l'identifiant précis cryptographique, par exemple dans le cas de Git, de spécifier le Git commit SHA exact qui est approuvé pour être testé de façon peut-être dangereuse, puis on va exécuter des tests, par exemple, qui peuvent contenir des tests malicieux. Donc souvent comme une commande atomique qui est comme d'un seul coup ensemble, soit le faire de façon plus ou moins custom, mais dans le cas de GitHub, il y a une commande built-in qui s'appelle Pull Request Review, qui a été rajoutée il y a peut-être 4-5 ans, qui est justement ce principe d'être
atomique, que les deux concepts ensemble, alors qu'un commentaire dans un pull request, comme Sébastien disait, existe depuis le tout début de GitHub et n'est pas associé à un commit précis. C'est juste un commentaire dans un pull request. Donc, il faut le faire un petit peu à la main. Donc, alors qu'il y a une feature built-in qui fait déjà ça. Donc, c'est préférable d'utiliser ça si c'est possible de changer le code. Sinon, tout ce qui est least privilege, juste ces principes-là, c'est de donner le moins de permissions possible pour que l'impact soit le plus contraint possible. Et en fait, ce que j'ai pas dit précédemment, c'est que dans le cas de NVIDIA puis de GitHub Copilot, l'impact était d'autant plus grand parce que le bot en question, soit le Copy PR bot ou GitHub Copilot, avait la permission Workflow Write. Workflow Write, pour les gens qui n'utilisent pas trop GitHub Action, c'est la permission qui permet à une identité GitHub de créer ou modifier un GitHub Action Workflow. Donc, par défaut, les bots, les différentes choses avec des permissions ou des tokens, n'ont pas nécessairement cette permission-là. Ils vont avoir ce qu'on appelle Contents Write, qui permet de pousser du code dans des branches, mais de ne pas créer ou modifier des GitHub Action Workflow. Donc, c'est vraiment une protection fondamentale qui est là par défaut dans GitHub Action pour que les GitHub Action Workflow eux-mêmes ne peuvent pas se modifier. Donc, pour arriver à faire ça, il faut explicitement avoir un token différent ou un GitHub App qui s'est fait donner cette permission-là spéciale, Workflow Write. Et dans le cas de Copilot, il a cette permission-là parce qu'il veut automatiser justement la maintenance des workflows. Et donc, ça rend que l'impact est d'autant plus grand. Il y a d'autres recommandations, je pense, Sébastien. Environment Secrets, ça, tu peux peut-être en parler. Ouais, donc les environnements GitHub, c'est une mitigation très intéressante, notamment que tu peux rajouter en fait des règles sur. Premièrement, les environnements GitHub, tu peux les tailler à un workflow puis dire ce workflow-là va toujours exécuter dans cet environnement-là, il va avoir accès à ces secrets-là. Donc, c'est super intéressant quand tu as, mettons, des pull requests externes que tu veux tester, tu peux donner des secrets qui ne sont pas tes vrais secrets. Ce qui me semble naturel à faire. Mais aussi, l'élément le plus intéressant, c'est que tu peux mettre des règles comme require approval par un mainteneur précis. Puis ça, c'est super intéressant parce que ça nous permet de régler tout problème de Doc2 parce que l'approbation sur GitHub, comme elle est fait, elle est vraiment taille sur un commit précis et en fait, pour l'avoir essayé de le briser un peu, ça marche pas. Dès que tu essaies de faire une attaque de type Doc2, il va juste pas avoir approuvé lui d'avant, puis lui d'après, il n'y a pas rien à approuver, donc rien va exécuter jusqu'à temps qu'une prochaine personne réapprouve. Donc, c'est super intéressant. Puis ensuite, tu peux avoir... Je veux dire, par exemple, c'est important de set les règles, parce que c'est pas parce que tu as un environnement que tu vas avoir des règles de set. Et pour en avoir vu beaucoup, il y a souvent des endroits où tu as des environnements et tu peux les voir publiquement, les règles sur des environnements. Ça fait partie de l'API. Et tu peux voir qu'ils n'ont aucune règle de mis. Donc peut-être qu'ils n'ont pas défini de secret. Ça serait une bonne mitigation, malgré qu'il faut se rappeler qu'il y a un secret qui existera toujours, et c'est le GitHub Token. Et lui n'est pas bloqué par cet environnement-là. Donc, en tout cas, il faut faire encore attention, mais je pense que de façon générale, si tu mets des permissions de GitHub Token à vide, plus aucun secret, mettons, ou des secrets précis pour des tests externes, par exemple, et que tu set des required approval, je pense que c'est une très bonne mitigation de façon générale. Cool. Peut-être ajouter une autre mitigation, essentiellement, c'est quand on bâtit des scripts, des commandes, par exemple, dans des workflows, etc., c'est le plus possible de s'assurer qu'il ne fail pas open, mais fail closed, essentiellement. Donc, s'il y a un bug ou quelque chose qui est pas expected, expected,
Attendu, oui. Essentiellement... Montréal style. Montréal style, oui. En franglais. Essentiellement de carrément juste de stopper l'exécution, d'arrêter ça là. Ça, c'est un des trucs très, très importants. Puis sinon, après ça, c'est comme on disait, on va plugger encore Poutine là-dedans, mais c'est essentiellement quand on bâtit ces workflows, on peut utiliser des outils pour scanner justement nos workflows, s'assurer qu'on n'a pas ces vulnérabilités-là présentes. Là, donc, ouais. Petit fun fact sur Poutine, dernièrement, il sortait l'article sur les CI/CD. Ouais. Il y a eu un papier là, d'une personne à Montréal, je crois, qui fait de la recherche sur le domaine. Et en fait, la conclusion était que Poutine est l'un des meilleurs, si c'est pas le meilleur outil dans le domaine pour faire ce type de vulnérabilité-là, particulièrement au niveau du noise to signal ratio. Petit fun fact. Ça termine bien les choses avec un petit fun fact comme ça. Messieurs, je vous remercie énormément. C'était très intéressant cette conversation-là. J'ai peu intervenu, c'est juste parfait comme ça. Et d'avoir partagé le derrière du décor et en plus ce que vous avez travaillé comme projet de recherche cette année. Merci énormément. Avez-vous un mot de la fin? Non, merci. Puis probablement que ce qu'on vient de parler sera l'objet d'une prochaine ronde de conférence l'an prochain. On va probablement avoir des nouvelles choses en plus de ça, des nouvelles surprises. Peut-être ajouter, on a parlé tout ce temps-là, mais on n'a pas parlé d'AI, mais juste mentionner que l'AI fait également nous rajoute du travail aussi, génère des vulnérabilités dans des pipelines de workflow. Donc, oui, ça on l'a vu. Ouais. Concrètement, il y a certains cas où la source de la vulnérabilité était clairement un cloud code qui a généré un nouveau pipeline vulnérable. C'était ensuite une chaîne de supply chain attack dont la source était intéressante. Je finirai peut-être par une petite plug de notre blog. On poste souvent des articles, des résultats de notre recherche. Je pense que c'est intéressant. Si jamais, allez voir sur boostsecurity.blog. Oui, absolument. Puis je vais le mettre en référence dans les show notes, comme je vais mettre en référence ce papier que vous avez publié là, spécifiquement qu'on a parlé. Donc, si les gens pourront aller consulter ces informations en plus grande profondeur que qu'on a parlé, mais justement de voir d'avoir été mis en contact avec ça, c'est une très bonne chose. Merci. 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 Merci.